les invités qui nous font l'honneur effectivement de nous écouter dans nos pour pérégriner un petit peu ce soir. Voilà. Je prends parce que j'ai un peu de mal avec ce mot-là. Ne m'en tenez pas à rigueur, je sais. Donc, je suis Adissa Alira, je suis prof de lettres et d'histoire, également porte-parole du comité Joseph Kizerbo pour l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Bien, puisque j'ai 15 minutes, je vais lancer parce qu'on ne voit pas passer le temps. Hein. Voilà, pour me présenter. Pour moi, évoquer la bataille de Vertières, parce que c'est le grand titre, le grand thème de la rencontre d'aujourd'hui, au cœur de l'université, c'est rendre hommage, tous les hommages, aux militants de la cause africaine, dans la suite des combattants victorieux de Vertières, qui a vu la défaite de l'armée napoléonienne. C'est aussi rendre un vibrant hommage à leurs ancêtres africains, dont ils sont les dignes descendants. Et aujourd'hui encore, aux nombreux autres combattants qui sont présents sur les champs de bataille de la survie en Haïti, en Afrique, dans le Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger et tant d'autres endroits. Rendons-leur hommage parce que ces combattants sont également lancés dans la bataille pour nous écrire de belles pages pour demain. Ils sont présents sur ces champs de bataille-là. Mais alors, dans ma réflexion en vue de cette rencontre, je pensais à un des nôtres. C'est un Guadeloupéen, c'est Luc Renette. Je pense que certains d'entre vous doivent savoir qui est Luc Renette. Et j'ai donc pensé à Luc Renette, dont on a diffusé récemment un portrait sur la 5. Le portrait en question était, si on veut, teinté à la sauce du maître, voire même coloré. Hein. Plus que teinté, c'était coloré. Et dans le contexte de la Martinique d'aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi je vous parle de Renette, de Guadeloupe, de Martinique. Il faut juste quelques minutes pour ça. Donc Renette, dont on a diffusé récemment un reportage coloré, très coloré, à la sauce du narrateur, si on veut. Mais j'ai envie de dire très tranquillement que Renette est un héros. C'est un héros d'aujourd'hui. Comme ceux d'hier, c'est un héros vivant qui gagne à être connu et enseigné aux plus jeunes, dont la liste est longue. C'est ainsi que j'ouvre mon propos pour premièrement magnifier ici nos liens d'attache avec les fils d'Afrique dans leur ensemble, où qu'ils soient éparpillés sur la surface de la mer des Caraïbes. Ils sont les nôtres. Ils sont les nôtres car je suis africaine. Ils sont les nôtres car je suis burkinabé. Ils sont les nôtres parce que je suis sahélienne. Ils sont les nôtres, où qu'ils soient. Deuxièmement, c'est également pour évoquer la souffrance de l'Africain cristallisée sur certains d'entre eux, morts, comme Dessalines, Christophe, Lumumba, Sankara, ou des héros vivants, dont ce Luc Renette que j'évoque, qui sont donc encore en vie. Et donc, ils ont en commun, pour cela, d'être l'objet de cristallisation face à une violence systémique. Et dans le cas de Renette, c'était la police de Pasqua, Charles Pasqua, dans les années 80, pendant plus de 10 années. Je vais vite, et cela avant même d'évoquer, je vous laisse deviner, Haïti, la rebelle Haïti. Haïti donc.
Ça, Haïti, le 18 novembre 1803, Vertières, qu'on ne compte pas à qui que ce soit dans cette salle. Vous en savez certainement plus que moi pour certains. Eh bien, mais j'étais donc dans cette réflexion, dans cette phase de réflexion, et je me disais, oui, je vais partir d'un héros d'aujourd'hui pour évoquer la continuité de cette histoire-là. Et puis alors, qu'est-ce que je n'entends pas le lendemain, lundi 14 novembre, sur les réseaux sociaux, on nous annonce la mort du professeur Kalala Omutunde, Jean-Luc. Là, j'ai pris un coup de massue, comme vous tous, un baobab à terre. Je ne savais donc plus comment réagir, puisque dans les circonstances qui sont actuelles, on n'a pas encore déterminé exactement la cause. J'ai envie de dire pourquoi tant de violence, mais on ne sait pas. On ne sait pas. À chacun de se poser des questions. Moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais le choc est grand. Ce qui, comme je l'annonçais, ce qui ouvre sur le devoir de célébrer plus encore nos héros, tant qu'ils sont vivants, de même que tous ceux qui sont derrière nous, littéralement. Il faut les célébrer. C'est donc pour moi un devoir de les célébrer plus encore, parce que par rapport au traitement qui est systématiquement délivré, dès qu'il y a résistance, on se trouve face à un déploiement de force terrible, mais terrible. Néanmoins, il faut croiser le fer avec l'effort du moment, au moyen de tout moyen, bien sûr, pas seulement physique, mais aussi scientifique, prouvant une égalité en humanité avec tous les humains, avec tous les hommes. Il n'y a donc pas de supériorité. La supériorité, pour moi, elle est relative à des circonstances bien définies, et c'est pour ça que je parle de l'effort du moment. Il faut voir vraiment qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui va justifier tout cela, si ce n'est une question de timing. Après quoi donc j'aborderai ici, après tout ceci j'aborderai ici votre thème, Haïti, l'énigme du retour aux origines africaines. Mais pour moi ça sera d'un seul mot, j'ai envie de dire ça sera d'un seul mot, et au choix d'ailleurs. Et ce mot c'est Azaba, Akwaba, Niwongo, Audancé, Atou. Je ne sais pas comment cela se dit en congolais. Cela veut dire bienvenue. Simplement. Et donc, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il faudrait compliquer des choses. Mais bon, on va essayer de coller à la thématique qui est donc l'énigme qui est bien posée, l'énigme d'un retour aux sources africaines, aux origines africaines. Lorsqu'on dit en Afrique Azaba, Niwongo, Akwaba, on le prononce, c'est une formule qu'on va prononcer à l'intention de toute personne qui revient à la maison, à sa maison. Donc tout enfant de la diaspora africaine qui rentre en Afrique rentre chez lui. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et donc, et ça sans exclusive, sans aucune autre procédure. Je me propose de vous... Il me reste donc 5 minutes, ça va vite, 6. À la question, moi je voyais ça comme ça, à la question qui est posée, je vous propose de réfléchir autour de, premièrement, pourquoi un retour énigmatique? Dans la formulation qui est faite, pourquoi parle-t-on d'un retour énigmatique? Et en deuxième lieu,
On aura quelques données internationales ou intergouvernementales que je vous propose également. Et donc, de ce niveau-là, on pourrait évoquer une logique de violence politique que j'ai effleurée un petit peu plus haut, en vous parlant de nos héros et de ce qui se passe. Le troisième lieu, ça serait un retour à marche forcée et raisonnable à l'intégration africaine. Je vais vite. Donc si vous me suivez, je vous propose poursuivre un petit peu, même s'il n'y a pas de tableau, mais c'est quand même toujours bien de se faire une idée. Donc premièrement, on va évoquer pourquoi un retour énigmatique. Deuxièmement, quelques données internationales. 2 points, une logique de violence politique. Et troisièmement, vers un retour à marche forcée et raisonnable à l'intégration africaine. Pourquoi mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai plutôt envie que ce soit de continuer sur la causerie, donc ça sera juste sur cette façon de faire là, pour dire pourquoi ça serait énigmatique pour aller quelque part. J'ai besoin d'aller de Port-au-Prince à Abidjan, par exemple, je prends un billet, je vais à Air France, et d'ailleurs Air France c'est le mauvais exemple, mais bon, disons qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, et donc je prends mon billet, je vais en Afrique. Pourquoi ça devrait être une énigme? L'énigme, ça serait soit que je n'ai pas les moyens financièrement d'effectuer le voyage, soit que je n'ai pas un lieu d'accueil, par exemple, hein, même si on peut aussi avoir d'autres... l'accueil, les barrières linguistiques, culturelles, etc. Or, ici, si je m'en tiens aux propos qui nous sont rapportés, il n'y a pas vraiment ce type de barrière-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, il revient beaucoup plus cher d'aller de Port-au-Prince à Abidjan, dans mon exemple, que d'aller de Port-au-Prince à Paris. Pourquoi? À chacun de se poser la question. Il n'y a aucune logique en fait. Si on reste dans la logique du retour à la maison, ça ne devrait pas être bloquant au point, passer le coût de tout cela, ça ne devrait pas être aussi bloquant. Or, on nous met toutes les barrières possibles, y compris financières, pour ne pas faciliter ce genre de transactions. Et tout y quanti, parce qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, et je ne vous parle pas des formalités qui sont très très complexes dans ces cas-là. C'est pour ça, j'ai envie de sauter le deuxième point, je reviendrai là-dessus, j'ai envie de passer le deuxième point parce qu'il est un peu technique et il aurait fallu qu'on puisse projeter, mais je ne savais pas qu'on n'avait pas prévu de projeter, j'avais des chiffres, des données, mais on voit quand même bien que ce qu'il y a de commun entre l'Afrique et sa diaspora, ce qui revient, c'est la violence. Je dis bien que je vais vite. Ce qui revient donc, c'est la violence. Le niveau de violence qui est élevé, que vous preniez Haïti, que vous preniez le Tchad, que vous preniez la RDC, que vous preniez le Congo, etc., etc., il y a comme une constante. Et cette constante-là, elle peut effectivement être conjuguée avec les autres éléments qui font que peut-être qu'un jeune Brazzavillois ou, je ne sais pas, de Kinshasa n'a pas plus que ça envie d'aller demain, je ne sais pas, bon, je ne dirais plus en Haïti, mais il n'aura pas forcément envie d'aller au Mali. Qu'est-ce que je vais y aller faire? Qu'est-ce que je vais trouver? Le contraire également de l'autre côté, dans l'état actuel de ces états-là, de ces terrains, qu'est-ce qu'un jeune de Port-au-Prince, un jeune au Martiniquais ou autre, il se dit, ben, qu'est-ce que je vais aller faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je vais y trouver? Il y a de la violence, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a pas ce facteur attrait qui peut
tellement le motiver. Par contre, si on lui dit, allez à Paris, à New York, là tout de suite, il va se passer quelque chose. Et donc, en fin de compte, nous, le billet, il reviendrait beaucoup plus cher. Le ratio, distance, prix, etc., avec le nombre de morts, parce que tous ne vont évidemment pas venir par le transport, par l'avion, etc. Combien d'enfants se noient donc dans la Méditerranée, pour ne pas dire autre chose. Ce qui fait que au final, le prix du voyage est beaucoup plus élevé pour à la fin, pour un résultat qui est quasi nul. Je ne parle pas des étudiants, je ne parle pas des gens qui se déplacent dans le cadre d'études et de ce genre de choses. Mais en termes d'échange, il faudra quand même que chacun y pense. Et d'un mot, parce que mon temps s'est écoulé, vous l'avez entendu, donc il n'y a pas de triche. Je veux juste dire que pour ce qui est du retour en Afrique, pour moi c'est plus qu'une énigme, c'est une réalité. C'est un retour mais à la raison. C'est-à-dire que j'ai envie de dire aux Africains, et aux Africains en général, de cesser de se placer à un niveau. Il faut avoir à un moment donné le courage de parler à un discours de réalité. Le discours de réalité aujourd'hui, il consiste à ne pas faire appel à l'autre. Mais on a besoin de sortir de cette spirale de violence. Et pour moi, cette spirale de violence, elle est justement à Haïti, pour en sortir. Et en fait, cette main tendue, là, pour en sortir, bizarrement, parce qu'il faut suivre mon raisonnement, elle serait de ce côté-là. Elle serait une Afrique qui fait appel à sa diaspora. Elle serait une Afrique qui n'a pas honte. Elle serait une Afrique décomplexée et qui va chercher effectivement l'aide ailleurs. Mais on pourra continuer, je vais laisser la parole. Merci. C'est bon? Le micro ne marche pas ici. Alors, oui, nous remercions vivement Madame Adissa Alira. Nous l'avons déjà présenté tout à l'heure donc pour son intervention. Ce que nous allons faire, maintenant il est possible de projeter en fait des documents. Donc si elle veut répondre aux questions tout à l'heure, elle pourra effectivement projeter certains éléments quand on aura fait la série questions-réponses. Mais je préfère en fait qu'on enchaîne avec les exposés et ensuite on répondra d'emblée aux questions. Donc préparez vos questions, notez-les pour ne pas les oublier et ensuite on fera une seule série et comme ça on n'aura pas de difficulté à faire la fête et après. Donc je crois que je vais passer la parole à notre professeur qui nous vient de l'université italienne, à savoir Monsieur Bongolo Jean-Félicien, alias Masengo Mbongolo, que nous avons présenté comme professeur à l'université Oritre de Reggio, Emilia en Italie. Donc, voilà, cher professeur, vous aurez aussi 15 minutes d'exposé, et puis après nous passerons à... Ici? Ouais, jamais non. Alors aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. On va manger le fils du léopard. Ben, je disais tantôt qu'on va manger le fils du léopard. Et on n'a que 15 minutes pour manger le fils du léopard. Permettez que je tourne mon chapeau. On va manger le fils du léopard parce que retourner en Afrique est devenu une énigme. On se pose 1001 questions pour repartir chez soi. On m'avait dit, Monsieur Masengo, nous allons fêter la journée, les 219 ans de Vertières. Et je devais le faire par vidéoconférence.
Et à la fin, mon frère ici présent, M. Eric Denk, a dit « Tata Masengo, est-ce que c'est pas toi qui nous as souvent dit que ton grand-père t'avait dit de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu ?» J'ai dit « Si, mais c'est l'occasion de venir le leur dire. » C'est pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui grâce à ce monsieur. J'ai dit une fois de plus qu'on va manger le fils du léopard, simplement parce que dans la loi, les lois LWA, dans le vaudou, pas LOIS, mais LWA dans le vaudou, dans les lois, on dit il faut chevaucher le mystère. Curieusement, c'est le mystère qui m'a chevauché. Très souvent, quand on entend parler cela, on a souvent l'impression de dire « Ah oui, ben c'est des choses lointaines, ah c'est des choses je ne sais comment ». Malheureusement, sans le vouloir, les lois, les mystères m'ont chevauché. Je vais vous en parler bientôt. Et puis après, on va passer au retour en Afrique, qui est devenu une énigme. Mais avant tout cela, je voulais remercier M. Odno, qui m'a invité pour être avec vous aujourd'hui. Je vais remercier l'université Paris 8 qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver. Je remercie naturellement vous qui avez pris la peine d'être avec nous aujourd'hui. J'ai dit que c'est un mystère qui m'a chevauché. Parce que simplement, 2 jours avant d'atterrir en Haïti, à l'aéroport Toussaint Louverture de Haïti, je ne savais pas que je devais aller en Haïti. Je partais en Guadeloupe. Depuis 1 année, je me préparais pour aller en Guadeloupe. C'est toute une histoire. Alors, avant donc de manger le fils du léopard, parce que j'avais dit qu'on devait manger le fils du léopard. Avant de manger le fils du léopard, j'aimerais vous dire qui je suis. Quand vous allez au Congo, des enfants jusqu'au président de la République, quand vous demandez Monsieur Masengo Mambongolo, on va vous dire allez le voir au théâtre là-bas. On ne veut pas vous amener aux affaires étrangères où j'exerçais, mais on va vous amener au théâtre. Parce que Masengo Mambongolo est synonyme d'homme de culture. J'anime un festival qu'on appelle Malakima Congo. Ce festival, nous le faisons en Afrique, en Europe et en Amérique. En 1994, nous avons reçu au Congo des Guadeloupéens qui sont venus à la recherche de leurs racines. Ils sont venus au festival Malaki et c'est eux qui m'ont fait comprendre. Attention, le Malaki, il est attendu chez nous là-bas. Dans les Amériques, dans les Caraïbes, le Malaki est attendu là. Nous sommes là en 1994. Et c'est en 2001, je n'avais pas, j'étais déjà, en 2000, j'étais en Europe. Et en 2001, je n'ai pas pu aller. C'est donc une autre personne qui nous a représentés en Guadeloupe,
Et moi, donc, je me préparais pour aller en Guadeloupe en 2002. J'ai payé mon billet, je suis venu à Paris, je vais prendre mon avion. Mais 4 jours avant, je dis non, il faut que je demande un peu, c'est quoi ce monde-là, comment on fait. On me dit non, toi tu peux pas aller en Guadeloupe. Je dis mais pourquoi? Ah non, tu ne vis pas en France. Je dis, ah non, il faut un visa pour aller en Guadeloupe. Je dis oh, mais je suis en France. La Guadeloupe, c'est la France. On dit non, là-bas c'est tom-dom, dom-tom, tom-tom-tom. C'est là-bas. Je dis ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, il fallait déposer ton dossier 45 jours avant. Je dis mais moi mon billet que j'ai il y a une année, il va expirer là bientôt. On me dit il faut aller en Italie, là où tu vis, pour aller prendre ton visa. Je dis ah, j'ai sauté dans le premier train, je suis allé à Milan, j'arrive, on me dit non, mais ça c'est le vendredi, hein. Moi le lundi, si je ne voyage pas, le billet est perdu. On me dit non, férié, à l'ambassade de France, au consulat de France, on ne travaille pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, il y a un ami qui dit moi j'ai ma soeur mariée à Port-au-Prince, qui peut vous recevoir. Je dis, j'ai appelé, dit, mais tu peux venir. Je ne suis pas, elle était à Miami, mais mon mari est là à Pétionville, il pourra vous recevoir. Et c'est comme ça. On dit, il faut aller prendre le visa. Je suis allé prendre le visa, et la dame qui me reçoit, une blonde, lombardais et lombardine, elle me dit, vous voulez aller où? Je veux aller en Haïti. Je dis, mais personne ne va en Haïti. Je dis, mais si personne ne va en Haïti, il faut que quelqu'un commence. Elle dit, mais il n'y a pas de sécurité en Haïti. Je lui dis, madame, s'il vous plaît, madame, vous avez vu mon passeport, c'est écrit Congo. Là-dedans, il y a Congo, il y a la guerre là-bas. On dit une guerre ethnique, mais elle se fait avec des moyens modernes. C'est des avions de guerre, des hélicos de guerre. Donc la guerre de Haïti, je la connais. Mais il y a la pauvreté en Haïti. Je regarde encore, je dis, madame, vous avez vu ma peau? Elle est noire. Dit-on que la pauvreté est noire. Donc la pauvreté de Haïti, c'est ma pauvreté. Il dit, bon écoutez, venez, il était 10h, venez à 13h voir le consul, et puis vous allez voir. Je suis allé, le consul m'a donné le visa. Il m'a dit, vous avez entendu ce que madame a dit? Si, vous voulez aller, mais je dois partir, mon mieux. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, il m'a donné le visa, j'ai sorti 30 000 euros, non 30 000 lire en ce temps-là. Je lui donne les 30 000, je lui donne les 30 000 lire, il dit, gardez ça, vous allez donner aux pauvres haïtiens. J'ai fermé les yeux, je lui ai regardé. Je suis allé à la gare, j'ai pris le train, Paris, l'aéroport, et je me suis retrouvé, le lendemain, j'étais à l'aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince. On m'a reçu, on me dit, vous venez du Congo, de l'Afrique? Oui, vous venez ici me voir. Mais il y a mes frères ici qui sont venus il y a 5 siècles, je veux les voir. Ah, il va appeler le lieutenant vient, je lui répète la même chose, il dit, vous avez des gens qui attendent? Oui, il y a le professeur Bonnat, paix à son âme, qui est là, il nous attend, il m'attend, ainsi de suite. Et c'est comme ça, il a dit, écoutez, selon la loi de Dessalines, si tu restes ici pendant 48 heures, tu peux aller chercher ton permis de séjour. Et c'est comme ça que je suis rentré en Haïti.
Le deuxième jour, on m'amène voir le professeur Philippe Lerebourg. Mais avant d'aller voir le professeur Philippe Lerebourg, je me suis rendu compte que les gens que je voyais, ils me ressemblaient. Les gens que je voyais me ressemblaient. J'ai cru même voir mon grand frère, mais je dis, mais ce ne sont pas les habits de mon grand frère, ceux-là. Donc c'est comme ça que j'atterris en Haïti. Et monsieur Popé à son âme, le professeur Bonalemba qui me reçoit, il dit, Haïti est une Afrique en miniature, à la dérive sur l'Atlantique. Je dis, ah, mais jusqu'à quand Haïti va continuer à aller à la dérive? Le lendemain, on me mène voir le professeur Philippe Lerebourg, directeur du musée de l'art haïtien. Et le professeur Philippe Lerebourg, on a parlé, après, à haute et intelligible voix, il dit, mais j'ai travaillé pendant 5 ans au Congo, et selon les archives de Haïti, 75% des Haïtiens sont originaires des terres Congo. Mais pourquoi seulement le vaudou? Il le dit comme ça. Moi, c'est une phrase que j'attrape. Et cette phrase-là, elle devient mienne. J'avais dit qu'on devait manger le fils du léopard. Mais attention, le léopard est un animal solitaire. Et il vit dans les branches. Et le léopard, on mange. Tu ne peux pas t'amuser d'aller manger le fils du léopard. C'est plutôt le contraire qui va se passer. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, que nous sommes allés à Jacmel pour participer au vaudou, aux cérémonies du vaudou, que nous sommes revenus. 9 jours après, on a organisé le premier festival Malakima Congo au Collège de l'Étoile à Port-au-Prince. Et après, j'ai pris l'avion, je suis reparti. Ça fait 10 fois que je suis allé en Haïti. Depuis cette fois-là, 10 fois je suis reparti en Haïti. Parce que tout le temps, il y avait une action qui suivait à une autre. On me dit, mais l'année prochaine, c'est le bicentenaire de Haïti. Je dis, ah! Mais comment ne dois-je pas aller au bicentenaire de Haïti? La vidéo est là, que j'ai tournée au bicentenaire de Haïti. La vidéo est là. Et petit à petit, de fil en aiguille, on est parti, jusqu'en 94. En 80, on m'a donné combien de minutes? 15 minutes. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Parce que d'habitude, avec notre petite chaîne de télé Malaki Afro Congo TV, quand je parle de Haïti, c'est 2 heures. Et aujourd'hui, on veut que je puisse parler de mon aïeul. Capois la mort. On veut parler de mon aïeul, Capois la mort. Et on me dit 15 minutes. C'est de la provocation. Alors, je me suis vu avec Ati Max Beauvoir beaucoup de fois. Et la 6e fois, quand il a su, parce que quand j'allais toujours, des amis du vaudou m'avaient adopté. Donc quand je suis à Montagne Noire. Pétionville, Montagne Noire, là-bas c'est chez moi. Et nous avons créé une dizaine d'antennes de Malakima Congo en Amérique. Nous sommes en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, Saint-Domingo, Haïti, Venezuela, Guyane, Chili. Partout là, c'est chez moi. Partout là, c'est chez moi. J'ai traversé l'Atlantique près de 15 fois. Aller à la recherche de ce qu'on doit voir. Ce n'est plus une énigme pour moi, aller à la recherche de mes ancêtres, de mes parents qui sont là-bas.
le professeur Philippe Le Rebout, quand on se voit, quand il apprend que M. Massengo est là, il dit à Ougon Elien Isaac, il lui dit, il faut dire à M. Massengo de ne pas quitter Haïti. Ah, pour ceux qui ne savent pas, Ati Max Beauvois, hein, pour que ceux qui ne savent pas, Ati Max Beauvois, il n'est plus malheureusement, c'est la sommité du vaudou haïtien. Parce que le vaudou tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est plus ou moins lui qui l'a codifié. Alors, monsieur, il me dit, il faut dire à monsieur Massengo de ne pas partir. S'il ne me voit pas, il ne faut pas qu'il quitte le sol haïtien. Je dis, ah, on s'est déjà vu au moins 5 fois. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Moi, j'étais à Jacmel. Je vais au Cap, je vais à Bois-Caïmon, je vais là. Je vais à... Où c'est Vertières, là? Je vais à Vertières. Je suis ici, là. Au palais de Sans Souci. Et je continue. J'étais là-bas, comme on a... Citadelle. On me dit non. Ati Max Beauvois a encore appelé. Il dit, avant de partir, il faut qu'on se voit. Je dis, ah. Moi, je dois d'abord aller à Gonaïve. Je dois d'abord aller à Gonaïve, à Soukri. À Soukri. Souvenance, Soukri. Chez le vieux Dienguele. Et puis après, on est parti là-bas. Toute la nuit, on a parlé le Kikongo. Monsieur Dienguele est un professeur congolais qui est installé en Haïti bientôt 40 ans, et ainsi de suite. Et puis après, j'ai continué sur Port-au-Prince. Je suis allé voir monsieur Ati Max Beauvois. Monsieur Ati Max Beauvois recevait ce jour-là un groupe haïtien, mais qui est basé à Californie, à Atlanta, comme ça. Atlanta? Non. La ville de Californie, là. San Francisco? Oui, ils sont basés là-bas. Il les a fait attendre. Il dit, monsieur Massengo, viens d'abord. Nous avons parlé. Il m'a parlé comme il ne m'a jamais parlé. Quand je suis revenu, une année après, on me dit, monsieur Ati Max Beauvois n'est plus. J'ai compris que monsieur Ati Max Beauvois voulait laisser un message. Il voulait s'adresser au monde. Mais pour le faire, il fallait le faire en s'adressant à quelqu'un qui comprend, qui connaît la culture haïtienne, mais aussi la culture Congo. Pourquoi? Parce que monsieur Ati Max Beauvois, Ati veut dire un gros arbre qui protège tous les autres. En congolais, l'arbre, comment on l'appelle? Si au Bénin, l'arbre veut dire Ati, au Congo, l'arbre veut dire Mouti. Mti ou bien Mouti. C'est-à-dire, pour comprendre certaines choses dans la culture haïtienne, si tu ne connais pas les langues africaines, si tu ne connais pas les langues parlées par la majorité de Haïtiens, c'est un coup d'épée dans l'eau. Quand il me reçoit, il me dit, après on est allé parler avec les autres artistes là, ceux qui venaient des Amériques, il me dit, moi je ne l'appelle pas Massengo Mambongolo, je l'appelle Massengo Makongolo. Congolo c'est quoi? Congolo c'est quoi? Congolo. Il y a des Haïtiens ici. Congolo c'est quoi? Voilà, Congolo. Congolo c'est 1000 pattes. Congolo c'est 1000 pattes.
Ok. Congolo, donc, je disais, c'est 1000 bahts. Bien, on me demande d'arrêter. Vous avez 3 minutes. Mais ça, c'était juste pour dire. C'était juste pour dire que quand on veut repartir en Afrique, moi, quand j'ai voulu aller voir mes parents, que je ne vois plus il y a 5 siècles, je n'ai pas demandé quoi que ce soit. On me dit, il y a l'insécurité, je dis c'est mon insécurité. Il y a la pauvreté, c'est ma pauvreté. Je suis allé. Et ça serait de même pour tout le monde. Imaginez que le général Dessalines apparaissait ici et qui vous regardait dans les yeux pour dire « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Une énigme sur le retour de Haïti. Sur le retour aux origines africaines. Mais il va vous couper les têtes tout ça. Vous le connaissez, non? Ce retour-là, il doit être spirituel. Ce retour-là doit être spirituel. Dis-moi quel Dieu tu adores, je te dirai qui tu es. Si tu es un esclave ou un homme libre. Ce retour-là doit être un retour intellectuel. Dans ce sens qu'on vous a dit, on vous a dit que Moïse, que veut dire Moïse? C'est enfant sauvé des eaux. Mais dans quelle langue sauver un enfant de l'eau voudrait-il dire Moïse? Pourquoi ces hommes-là, intellectuels qui ont écrit la Bible et qui connaissent tout ça, pourquoi ils ne nous ont pas amenés à comprendre quelle était la langue que parlait le pharaon qui a donné le nom Moïse à Moïse? Moïse, qui veut dire Moussa en arabe, Munza en langue Congo, ça veut dire dans l'eau. Moïse est un nom Congo. Le retour, non seulement qu'il doit être intellectuel, ce retour doit être identitaire. Quand Kalala Omotunde, qui va se retrouver devant les ancêtres, qui vont mettre son cœur d'un côté et la plume de l'autre, ils vont l'appeler, pas par un nom d'esclave, ils vont l'appeler Kalala Omotunde. Et déjà au moins, il a 80% de chance pour passer. Ce voyage, donc, il doit être identitaire. Il doit être identitaire. Ce voyage, il ne faut même pas se poser des questions. Tu prends ton baluchon, tu es parti. Il y a au Bénin, la famille Dia, ils sont venus de Guadeloupe, ils se sont installés là. Et quand je suis allé au Bénin, pour la 2e fois, ils ont créé une école là-bas. Un enfant de 13 ans m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ces Rastaman vous apprennent ici? Il dit, ces Rastaman là nous apprennent à reconnaître notre identité et à la défendre. L'enfant avec quel âge? 13 ans. Il y a des universitaires ici qui ne savent même pas reconnaître leur identité et la défendre. Il y a qui? Il y a Bob Marley. Il va mourir. Mais il dit à sa femme, prends mes locks, amène-les dans le fleuve Congo. Madame Rita Marley est venue avec les locks de Bob Marley. Ils ont fait des libations, une belle prière, ils ont jeté les locks dans le fleuve Congo. Il est reparti. Qui c'est? Le trompettiste là. Quand il est mort, ses cendres, on les a menées au Ghana. Ainsi de suite. C'est seulement pour dire que, excusez-moi de vous le dire, nous faisons honte à nos ancêtres. Nous sommes la honte de nos ancêtres. Il y a des mots qu'on ne doit plus prononcer. Sinon, je vais vous faire manger le fils du... Merci à vous. Nous remercions vivement professeur Massongo pour son intervention qui est quelque part plus une expérience, expérience de lien. Et apparemment, ce n'est pas le retour aux origines africaines, mais c'est le retour aux origines
caribéenne, haïtienne de notre frère Congo, parce qu'effectivement, dans l'ouvrage qui s'intitule, alors c'est pas Haïti, c'est problème, c'est l'ouvrage de Paris en 1988, Les Marrons de la Liberté, 51% à peu près, en tout cas au moins, d'Haïtiens sont d'origine du royaume Congo, ça c'est pour sûr, et on a des références là-dessus. Et à partir de ce moment-là, on comprend bien que depuis, on va dire qu'on commence à prendre l'Artibonite et le plateau central, et pour monter jusque vers le nord, les Congos sont là. Et le poids Congo, on n'oubliera pas, ça vient aussi de ces origines-là. Donc il faut bien qu'on le signale. Donc l'Afrique est là-bas. Et lorsque le professeur a dit aussi que Haïti, on lui a dit qu'Haïti est c'est-à-dire c'est une sorte de... C'est l'Afrique concentrée quelque part, c'est pas faux parce que quand on lit cet ouvrage aussi, on peut compter au moins 100 ethnies africaines qui se retrouvent là-bas, au moins. C'est-à-dire peut-être même qu'il y en a plus que ça. Et il y a des pays africains qui n'ont pas 100 ethnies africaines. Donc vous comprenez bien ce qu'il y a. Alors, nous remercions le professeur. Donc s'il y a des questions aussi, c'est pour tout à l'heure. Jacques Nézy va souffrir un peu. Et c'est comme ça pour son frère, son cousin, et peu importe. Donc, non, mais nous lui donnons ces 15 minutes aussi. Donc c'est nous qui allons souffrir par rapport aux questions. Parce que de toute façon, tout à l'heure, on va passer à la partie culturelle. Et il nous faut terminer, en fait, on va dire, avec toute la série culturelle et exposée à 19h. Donc, du coup, on a un peu de temps quand même. Il faut qu'on le signale, mais on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas trop. Donc, Jacques Nézy, c'est à ton tour pour ton exposé. Merci. Jacques Nézy préfère être pasteur. Non, je vois pas trop bien. Non, bonsoir, merci d'avoir fait le déplacement. Merci aux gens qui a renouvelé cette démarche qui remonte à plus de 4 ans. Il y a eu le Covid et puis je pense qu'il a eu aussi quelques inconvénients qui l'ont empêché de renouveler cette initiative. Et le thème me paraît assez intéressant. D'ailleurs, le professeur tout à l'heure vient de donner l'illustration. Haïti, l'énigme du retour aux origines africaines. Mais ce qui m'interpelle, c'est d'abord le terme énigme, c'est-à-dire qu'il y a un problème à résoudre. Et que pour résoudre ce problème, il faut d'abord le poser. Et comme le professeur a soulevé, il se demande pourquoi la question est posée, énigme du retour aux origines africaines. Alors le sujet évoque un projet d'engager le retour aux origines africaines, c'est-à-dire la tradition, la culture et l'anthropologie africaine. Mais de quel retour s'agit-il? Le professeur l'a indiqué tout à l'heure, il s'agit d'un retour spirituel. Et que chaque Haïtien toujours dit, eh bien, on est venu de la Guinée. Mais cette Guinée, elle est dans l'imaginaire. Parce que, bon, tout à l'heure, docteur Josué et Pierre viennent de dire que la grande majorité des Haïtiens viennent du Congo, mais pourtant on ne dit pas on va au Congo, mais en général on dit qu'on va en Guinée. Et que finalement, cette traversée vers la Guinée ne peut être assurée qu'après la mort. Donc elle n'est pas physique, elle est immatérielle. Mais de l'autre côté, il faut se poser la question, quelle est donc la relation des Haïtiens avec cette terre qu'ils habitent, étant donné qu'ils sont tous en transit. Et on le voit en général, hein, c'est le rêve d'ailleurs de tous les Haïtiens aujourd'hui, les plus jeunes d'ailleurs, ils partent tous, soit vers la République dominicaine, le Chili, etc. Pris en tenaille, c'est vrai, par les questions sécuritaires et les questions liées aussi à la dégradation de l'environnement politique. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de relation d'extranéité, c'est-à-dire cette terre habitée par les Haïtiens, on dirait que cette terre ne leur appartient pas, puisqu'ils doivent tous partir en Guinée. Autrement dit, ils n'ont donc pas cette responsabilité de garder, de protéger cette terre dans l'état où ils l'ont trouvée. C'est peut-être ce qui explique cette dégradation de l'environnement physique et de l'environnement politique, étant donné que l'Haïtien sait que cette terre qu'il habite
ne lui appartient pas et qu'il est donc en transit. Mais ce qui a suscité ma réflexion, c'est de comprendre comment cette relation des Haïtiens avec l'Afrique, comment cette relation elle est vécue depuis l'indépendance et même jusqu'à aujourd'hui. Et je vois une relation d'ambivalence. C'est-à-dire, après l'indépendance, le retour vers l'Afrique, je dirais, c'est un retour contrarié. Un retour contrarié, bon, il faut se reporter aux années qui ont suivi l'après-indépendance. Et que être africain, c'était dévalorisant en Haïti à l'époque. Parce que le thème africain, comme l'a souligné Gérard Barthélemy dans son ouvrage Les Créoles et les Boussales, le thème africain n'était réservé qu'aux nouveaux libres, qu'à ceux qui viennent d'arriver dans la colonie. Ils ont à peine 20 ans. Ils n'ont pas encore eu l'expérience de la pratique esclavagiste. Et qu'ils sont en opposition avec les anciens libres, c'est-à-dire les anciens affranchis, c'est-à-dire les Noirs, les mulattes, qui, eux, ne se reconnaissent pas comme étant les frères de ces Africains. D'ailleurs, Dessalines n'a-t-il pas dit, et ces Noirs venus d'Afrique, qu'est-ce qu'ils en auront dans la répartition de la terre? Autrement dit, il y avait une lutte entre ces Africains, c'est-à-dire ces nouveaux libres, et les anciens libres, parce qu'on ne les a pas reconnus en tant que tels, c'est-à-dire comme étant des Haïtiens à part entière, insérés dans la société haïtienne. D'ailleurs, on va le voir, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est une tare. Et que cette séparation est donc établie entre Africains et les autres. Et on va le voir, cette séparation, à travers le problème de la main-d'œuvre, ce problème qui va se poser tout de suite après l'indépendance, puisque la grande majorité de la main-d'œuvre haïtienne, elle a été consommée par les guerres coloniales. Une bonne partie de la population a été décimée. Il restait que les jeunes. Or, ces jeunes, c'est-à-dire ces nouveaux libres ou ces Africains, comme on les appelle à l'époque, ne voulaient pas se soumettre à un régime de travail aussi rigoureux. D'où la question de faire appel à une autre main-d'œuvre qui serait venue d'Afrique. Donc, dans les notes Mackenzie Charles, par exemple, dans les notes sur Haïti, il explique que la partie la plus jeune des gens vivant en dehors des villes me semblait passer l'essentiel de son temps à flâner sans but apparent. Je cite le rapport de Mackenzie Charles. Le peu de travail qui est fait dans les champs est en général accompli par les anciens et plus particulièrement par les nègres de Guinée. Fin de citation. Donc cette main-d'œuvre agricole constituée de jeunes Africains nés et grandis en dehors d'un système esclavagiste qu'ils n'auront pas connu pose problème puisqu'ils ne sont pas soumis à la rigueur du travail. Et ce problème de la main-d'œuvre, qui est un problème récurrent puisque même Toussaint Louverture l'avait évoqué dans son projet de constitution, dans son article 17, il prévoit même de faire appel à la main-d'œuvre africaine pour maintenir le niveau de la production agricole. Et l'historien Beaubrun-Ardouin explique que ce problème a été posé aussi par Dessalines, Henri Christophe, et ils avaient cette tendance à introduire des Noirs d'Afrique par la traite et même entrer en pourparlers à ce sujet avec les Anglais sous le prétexte d'augmenter leur armée pour avoir des nouveaux cultivateurs plus abrutis que les anciens. Et je ne vais pas suivre d'autres considérations, mais il y a beaucoup de témoignages qui prouvent que cette préoccupation de la main-d'œuvre africaine, même après l'indépendance, elle a été au centre de la politique de Dessalines, de Christophe et même de Pétion. Et à côté de cette main-d'œuvre directement importée d'Afrique, on note sous Dessalines une volonté affirmée de faire rentrer au pays les fugitifs noirs de Saint-Domingue, réfugiés aux États-Unis. Et même sous Boyer, il envisageait l'accueil de plusieurs milliers de Noirs américains affranchis que les sociétés philanthropiques des États-Unis encourageaient à aller se fixer en Haïti.
Donc on voit bien, cette image d'Africain, elle est complètement négative après l'indépendance. Mais cette image, cette représentation négative, elle va être travaillée par l'opposition entre l'élite haïtienne qui est occidentalisée et les masses noires considérées comme aujourd'hui comme étant les paysans. Alors, cette élite occidentalisée, civilisée, qui s'appelle élite civilisée parce qu'elle a été formée en France, considère que l'Africain, lui, ou le paysan, c'est le sauvage, et que lui, il fait partie du monde civilisé. Et cette fracture entre les affranchis noirs et les nouveaux libres, comme je vous le disais tout à l'heure, va donc susciter une autre fossée entre l'élite haïtienne, qui considère que ces Boussales sont à l'état sauvage, et que les créoles sont civilisés. Les créoles, ce sont donc les anciens libres, et que les Boussales, ce sont donc ceux qui viennent d'arriver dans la colonie, et que l'indépendance va avoir lieu, et que ces Boussales n'ont pas pu être insérés, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'ordre esclavagiste. Et que le sauvage africain est jugé comme étant un signe d'obscurantisme et de honte, et l'élite haïtienne occidentalisée tend à prendre ses distances envers le sauvage africain. D'ailleurs, Stenio Vincent, ancien président d'Haïti, intellectuel et brillant, d'ailleurs, voici comment il écrivait cet Africain, comme on l'appelle par la suite, ce paysan, comment il le décrit avec dédain. Je cite Stenio Vincent, en parlant du paysan africain. Je cite, enfantin et craintif, phénoménal de faiblesse, d'impuissance et d'ignorance, très doux, très passif, sans envie, sans désir, sans besoin, d'humeur égale, instinctive, riant toujours de ses belles dents blanches, aussitôt qu'on lui parle, riant de tout, d'un ordre bref qu'on lui donne avec indifférence, d'une réprimande, d'une plaisanterie, de quelque com qu'on glisse entre ses mains cailleuses, d'une menace de coups, riant même sous le coco macaque, il reste animal et végétatif, avec un air d'avoir peur de penser et d'oser croire qu'il est un homme. Je cite toujours Stenio Vincent, aucune lueur encore dans la nuit compacte des âmes de ces gens, des mornes. Que serait-il? Quel avenir réservé à cette chose humaine? Fin de citation. Voilà comment un intellectuel haïtien décrit donc cet Africain, ce paysan. Et je poursuis même Dr. Bryce Mars, qui, dans la préface du livre de Jacques Roumain, La montagne ensorcelée, et Dr. Jean Bryce Mars écrit, je cite, le primitif est presque obligatoirement mystique, mais ce qui donne une saveur particulière au mysticisme du paysan haïtien, c'est la confusion qui s'est établie entre les mystères de la religion chrétienne et les mystères de l'animisme africain. Donc on voit bien à travers ces récits de ces sociologues ou bien d'autres anthropologues, le glissement est facile à observer et que l'élite occidentalisée fait du paysan l'Africain, le sauvage, et qui doit faire un objet d'éducation, puisque même en 1956, dans la revue Éducation rurale, dans le numéro 1, on prévoit qu'il faut civiliser cet Africain par l'école rurale, je cite, qui est destinée à arracher le paysan des griffes de la superstition et des déchéances qu'engendre l'ignorance. Fin de citation. Donc on voit bien toute la distanciation. Maintenant, ces représentations négatives projetées de l'Afrique, eh bien, elles s'expliquent par le fait aussi qu'il y a eu un ensemble de récits, ce qu'on appelle de la littérature coloniale, des récits des romanciers, des explorateurs français, qui décrivent une Afrique qui correspond à leur fantasme. Très souvent, quelques-uns de ces romanciers ne se sont pas rendus en Afrique, mais ils ont eu des représentations négatives sur l'Afrique. Alors, Jean Casimir, dans son essai Haïti et ses élites, dialogue dessous, montre bien que le système, justement, de la plantation coloniale va expliquer encore aujourd'hui cette différenciation et cette incapacité à intégrer le paysan haïtien dans la société haïtienne, et compte tenu de ces représentations négatives projetées par l'Afrique. Alors, ce qu'on pourrait tenter de dire aussi, c'est que ces représentations négatives par l'Afrique, il y en a d'autres représentations qui ne sont pas celles du XIXe siècle, mais d'autres,
Et par exemple, l'Afrique déçoit Haïti, c'est-à-dire après les années 1960, on pensait que la colonisation pourrait constituer une période de modernisation pour les régimes politiques africains. Tel n'est pas le cas. On voit bien qu'il s'agit des monarques arrivés au pouvoir à l'occasion des coups d'État et certainement avec la bénédiction de l'ancienne puissance coloniale. Et on voit donc d'ailleurs à émerger une littérature, ce qu'Alain Mabankou appelle une littérature contre les dictatures, va voir le jour. D'autres images négatives qui expliquent ce retour contrarié, c'est que l'Afrique n'a pas prolongé le projet d'émancipation des peuples soumis au joug de l'esclavage, premier pays noir à proclamer son indépendance à l'issue d'une guerre coloniale contre l'armée française. Cette spécificité est certes saluée par les rapports entre les dirigeants et le peuple, mais on voit bien que la gouvernance qu'adopte un certain nombre de régimes africains va tordre le cou à ce projet d'émancipation qu'ils auraient pu prolonger en dehors d'Haïti. Le retour vers l'Afrique est obstrué également par la charge liée à la responsabilité de la traite. Ça, on sait très bien. Et que cette responsabilité de la traite n'est pas seulement imputable aux Africains, puisqu'on sait très bien qu'il y a des villes françaises de Saint-Malo, de La Rochelle, de Bordeaux, et qui ont une part active à ce commerce triangulaire. Mais la représentation, la responsabilité, elle est aussi imputée aux Africains, une sorte de tragédie à laquelle ils ont pris part, et puisque selon certains rapports, il y a eu évidemment des acheteurs et des vendeurs. Alors, les acheteurs, on sait très bien, le Portugal, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, et notamment le Portugal qui a acheté 4 650 000 esclaves, l'Angleterre 2 600 000, l'Espagne 1 600 000, la France 1 250 000, mais il y a eu aussi des vendeurs. Les vendeurs, le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, 2 250 000 esclaves vendus, la Côte d'Ivoire, le Ghana 1 750 000, la Côte des esclaves, Togo, Bénin 2 millions, Nigeria 2 millions, Cameroun, Gabon, Congo, Angola 4 millions. Autrement dit, 13 millions ont quitté l'Afrique, et selon ce qu'a établi Blancpain dans ses notes sur les dettes de l'esclavage. Alors tout ceci est pour vous montrer que comment ce retour vers l'Afrique à un certain moment évolue en fonction de la période, mais c'est une lecture assez ambivalente, puisque de notre côté, on voit bien que ce retour vers l'Afrique s'est posé par survie et par nécessité. Par survie, parce que face à l'occupation américaine et à la perte des repères observés en Haïti, les intellectuels haïtiens vont donc recourir à l'Afrique comme étant une source de survie. 1915, l'occupation d'Haïti par les Américains poussera les intellectuels à valoriser leurs propres traditions, à célébrer leur folklore, leur mythe, leur paysage, leurs racines africaines, et par conséquent à entamer une importante révolution culturelle. Il faut le rappeler par exemple, la revue La Ronde, la revue de la Ligue de la jeunesse haïtienne, la Nouvelle Ronde, la revue indigène, les griots, tout ceci participe à une sorte de reconquête vers l'Afrique. Et deuxième élément, pour souder cette reconquête, c'est la négritude. Ce concept, c'est vrai, et qui fait exploiter par les Césaire, Senghor, mais il faut le rappeler, ce concept est d'abord né en Haïti, et que cette négritude est née comme refuge, comme réponse à l'assimilation culturelle, et c'est aussi une arme miraculeuse pour la libération et la reconnaissance de la pensée noire. D'ailleurs, notamment, ce retour aussi vers l'Afrique va s'imposer comme étant un élément de survie. Jean Brasmas va écrire La vocation de l'élite, où il appelle les élites à prendre leurs responsabilités et à s'engager pour l'éducation véritable des masses et à couper court à cette discrimination qui existait, comme je l'avais souligné tout à l'heure, entre l'Africain et le paysan. Et ce que propose Bryce Marx, c'est l'idée d'une citoyenneté élargie qui part du fait qu'il y a une culture importante de la société haïtienne, cette culture qu'on a banalisée, qu'on a ignorée, et que cette culture doit être valorisée, et explique Bryce Marx, en même temps appelle les élites à assumer leurs responsabilités. Et puis, il y a un quatrième élément qui explique comment ce retour va s'imposer, c'est le panafricanisme. L'historien Hamza Boukari Yabara a montré comment Haïti a joué un rôle important dans ce panafricanisme
Et d'ailleurs, à côté de Marcus Garvey, de W.E.B. Dubois, et Hamza a montré que l'objectif du panaméricanisme n'est pas seulement de faire savoir au monde que les Noirs existent et qu'ils ont des droits, mais aussi de lutter activement et efficacement contre la ségrégation et les discriminations raciales dont les minorités noires sont victimes un peu partout, notamment aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et que cette reconnaissance et cette lutte contre la discrimination va s'imposer grâce à Haïti. En donnant à l'histoire de nombreuses figures, aussi comme l'homme d'État Anténor Firmin, et aussi comme le journaliste et militant Benito Sylvain, on se rappelle le rôle qu'a joué Benito Sylvain, qui était conseiller du roi, donc Haïlé, le Néguès Ménélique, et qui l'aurait aussi conseillé dans ses relations avec les puissances européennes. Donc Benito Sylvain va jouer un rôle très important à ce rapprochement d'Haïti avec l'Afrique. Et par la suite, sixième élément, ce sont les relations que construit Haïti avec certains chefs d'État. Par exemple, avec Haïlé Sélassié, également, qui va effectuer sa visite en Haïti. Également, on voit bien, et récemment, et autre manifestation, c'est après le tremblement de terre, le Sénégal a marqué sa solidarité vis-à-vis d'Haïti et a facilité l'octroi de l'entrée de 163 boursiers qui ont été sélectionnés après un concours organisé à Port-au-Prince. Autre élément qui prouve que ce retour s'est donc réalisé, et pour faire court, et là, il n'est pas seulement, ce retour n'est pas seulement spirituel, il est physique. C'est le retour vers l'Afrique à travers la coopération des Haïtiens au Congo, puisqu'on sait très bien, vers les années entre 62 et 63, 556 professeurs ont été recrutés pour participer à l'éducation des jeunes Congolais et que la grande majorité étaient des Haïtiens. La grande majorité des Haïtiens, parce qu'il y a 2 Haïtiens qui étaient à la tête de la mission de l'UNESCO au Congo, qui ont pu réaliser ce projet. C'est donc Maurice Dartigue, l'un de ceux qui a joué un rôle très très important et dans cette coopération entre l'UNESCO et les Haïtiens au Congo. Alors cette fois, on peut le dire, ça c'est un rêve qu'avaient les Haïtiens, et là je termine par là, ce rêve qu'avaient les Haïtiens, comme je le disais tout à l'heure en introduction, et c'est l'anguille nous tout parler, mais là, ils l'ont vécu de façon charnelle, puisque les Haïtiens, une fois arrivés au Congo, ils embrassaient le sol et ils priaient comme s'ils étaient en réconciliation avec le sol congolais. Et pour les intellectuels haïtiens des années 60, l'Afrique, qui était une utopie, un mythe, une utopie, l'Afrique l'était en ce sens qu'elle représentait un paradis perdu, mais cette utopie était aussi spatiale. En effet, l'Afrique était idéalisée car il s'agissait d'un territoire d'autant plus imprégné de mystères, comme l'a souligné tout à l'heure le professeur, qu'on en savait peu de choses. C'était une terre lointaine d'où étaient venus les ancêtres et d'où ne parvenaient que les vagues échos. Mais cette fois, les Haïtiens ont vécu dans leur chair cette réconciliation avec l'Afrique. Et lieu de mémoire pour tous les Noirs des Amériques, l'Afrique était donc perçue comme une source d'inspiration pour les Africains, les écrivains, les artistes, dont la plupart étaient des partisans du panafricanisme et de la négritude. Je termine par là, on voit bien que cette relation avec l'Afrique, elle est donc ambivalente. D'un côté, on avait tendance, après l'indépendance, à considérer l'Africain comme étant un objet lointain, humiliant, mais par la suite, au fil des années, on a bien vu que cette réconciliation s'est assurée non seulement sur le plan immatériel, mais également sur le plan charnel. Merci. Donc nous remercions le docteur en sciences politiques, politologue et chroniqueur, etc., et auteur aussi, Jacques Nézy, pour sa prestation de ce soir. Alors si on fait le résumé des 3 interventions, nous avons professeur Massongo, nous avons Jacques Nézy, nous avons
également, que je ne fasse pas d'erreur dans le nom, Madame Adissa Aïra, donc professeure d'histoire également, militante afrodescendante. Donc elle travaille aussi sur les femmes de la migration. Donc on est quand même très bien servi aujourd'hui. On a eu 3 belles interventions avec nos frères et cousins et compères, si on veut, africains, et bien sûr avec notre Jacques-Nézi International. Donc ceci dit, s'il y a des questions, et je suppose qu'il doit y en avoir, ou peut-être, voilà, vous avez 1 minute de réponse pour une question, et on ne va pas prendre beaucoup, on va dire on va aller sur 5-7 questions maximum à 1 minute, donc ce qui nous fera à peu près 11 minutes et demie, puisque en fait on va donner que 30 secondes pour poser la question. Donc voilà, s'il y en a, je vous serai gré de ne pas trop tarder, parce que l'heure avance. Et donc on va devoir aussi passer à la partie culture. Nous avons notre saxophoniste international de renom, Monsieur Théodate, qui est là. Nous avons notre percussionniste international très connu aussi, notre ami, oui, je ne vois pas. Oui, il est derrière. Gary se cache, hein, donc voilà. Et puis, nous avons aussi 2 autres artistes. L'un est revenu, l'autre n'est pas encore revenu parce qu'il avait cours. Donc, c'est Erickson, donc, qui tout à l'heure nous avait aussi entretenu de leur belle prestation, d'un mélange, d'un mixage extrêmement intéressant et spontané aussi. Donc, pour montrer effectivement la grandeur et l'ampleur de leur talent. Donc, s'il y a des questions, nous vous écoutons. Il y a un micro baladeur, donc je vais prendre le micro baladeur pour que vous puissiez poser vos questions. Et nous aurons 1 minute de réponse par question, pas plus. Et merci beaucoup. C'est bon? Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, il y a une question ici. Bonsoir tout le monde. J'avais une question qui s'adresse peut-être plus à M. Nézi. En ce qui concerne la provenance ethnique des Haïtiens, vous avez dit tout à l'heure que 51%, si je me souviens bien, seraient originaires du Congo. Mais moi j'ai souvent entendu parler du Bénin. Et aussi, une question peut-être en corrélation, comment se fait-il qu'il y a beaucoup d'Antillais qui sont attirés précisément par ce pays-là, le Bénin, en Afrique plus que les autres? Voilà ce que je voulais vous demander. Je ne connais pas beaucoup, donc je voudrais avoir vos lumières. Merci. Moi, je n'ai pas d'indication précise. Je pense que Josué... Il avait indiqué que 80%. Dans Haïti, dans l'ouvrage Les Marrons de la Liberté, ont toutes ces indications. Oui, c'est vrai, je ne sais pas. Je n'ai pas d'indication précise dans l'origine. Des fois, j'entends ici ou là indiquer que ça vient de la Guinée, je ne sais pas si ça a des indications. Et je peux vous aider? Alors lui, il a parlé de 75% d'ailleurs. Non, c'est pas moi. Ah d'accord, oui. Mais... Écoute, non. Voilà, 75%, c'est pas moi qui le dis, ce sont les archives nationales de Haïti. Okay. Maintenant, le Hatib Max Beauvoir m'a dit, et c'est écrit dans le livre là, sur les traces Congo, dans les Amériques de Haïti, que M. Massengo, dans votre premier livre, vous avez dit que les archives disent 75%. Non, il faut voir ce chiffre à la hausse. Ça. Mais de toute façon, le Royaume Congo, il faut aussi rappeler aux gens, c'est pas que l'actuel Congo qu'on a là, c'était beaucoup plus grand aussi. Hein. Donc, la seule Congo qu'on a là, c'est un très grand pays, mais il y a eu aussi d'autres pays qui aujourd'hui sont simplement parce que il y a tous ces petites Afrique centrale, mais aussi à la mort en 1806. Exactement. Pendant 46 ans, il était interdit de prononcer le nom Dessalines. Pendant 46 ans,
l'œuvre et tout ce qui était fait autour de Dessalines avait été boycotté. Et pendant tout ce temps, on a créé d'autres systèmes, on a créé d'autres littératures, on a créé d'autres logiques de dire et de faire. C'est pourquoi l'homme qui est là, Kapwa Mort fait partie de la communauté Congo. Et pour comprendre la communauté Congo, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, l'armée la plus moderne de l'Afrique était l'armée Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez au Vatican, à la cathédrale, à la basilique Sainte-Marie-Majeure du Vatican, vous trouverez cet homme-là. Vous trouverez cet homme-ci au Vatican. C'est le premier ambassadeur noir. Il parlait près de 5 langues. C'était un homme très cultivé. Et on l'avait, il a fait 4 ans de 1604 à 1508 pour arriver au Vatican. Il est parti du Congo pour arriver au Vatican. Il était là-bas parce que le roi disait: nous n'avons pas besoin de n'importe qui ici. Nous avons besoin des Européens qui viennent et qui viennent pour de bonnes choses, pas pour venir promouvoir l'esclavage. Alors, sachez que ce que j'ai vu en Haïti, quand vous pouvez être tout ça, c'est Massembo qui me l'a dit. C'est Massembo, une Guadeloupéenne que j'ai reçue en 1994 au Congo, qui me dit: tu peux être tout, mais si tu es noir, les cheveux crépus et que tu es Congo, c'est grave. Et pourquoi ces hommes-là dont on avait besoin pour remplacer les travailleurs dans les champs, c'était des agriculteurs et tout ça, c'était des charpentiers, des machins, parce que vous n'avez pas vu le royaume Congo au 15e et au 16e siècle. C'était très grand. Les maisons étaient à 2 niveaux, ainsi de suite. Donc il y avait des charpentiers, des agriculteurs, ainsi de suite. Malheureusement, après le travail qui a été fait par les Kapwa Mort, on dit: mais qui sont ces hommes-là qui, une fois, ils mettent la main sur une garnison, ils se mettent à blaguer avec les armes comme des petits pains. Comment que des esclaves se mettent à s'amuser avec des armes? Et ces choses-là, quand on dit Congo, Congos, aïe 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 aïe, nous devions intellectuellement, nous devions reviser nos choses. Bon, c'est pas pour faire la publicité, mais ce livre-là, ça nous permet, quand vous voyez la culture haïtienne, essayez de voir ce qui s'est passé. Pourquoi les Congos se sont-ils déplacés en masse? À Marie-Galante, en 1500, en 1850, sont arrivés 6000 Congos. Et on ne séparait plus les gens, parce que tout le monde venait de la même zone. Sachez-le, qu'en 1665, le roi Congo était décapité. Et à partir de ce moment-là, c'était la guerre contre les Portugais. À partir de ce moment-là, c'était le no man's land. C'est pourquoi tous ces spirites, ces grands prêtres, les prêtres spirituels, les Nganga sont partis, ils ont créé le palo, non, comment on appelle ça, le Pedro Lemba, c'est le vaudou aux yeux rouges, le Pedro Lemba, et ça nous a donné tout ce qu'on a vu. D'accord. Alors, nous remercions le professeur. Il y avait une question, oui, et puis ensuite, derrière. Avec le sujet, ou du moins le titre, Haïti, l'énigme. Je profite de l'occasion pour remercier les conférenciers. Donc, ma question, c'est, en ce qui a laissé l'Afrique, par exemple, si je reprends la thèse de Gérard Barthélemy, en ce qui a trait avec la division créole-bossale, donc les bossales sont toujours au trait de l'Afrique, donc j'aimerais bien savoir, est-ce que vraiment il y a un retour possible? Et s'il y a un retour, pourquoi faire ce retour? Qu'est-ce qui manque de concret aux Haïtiens pour qu'ils puissent se retourner en Afrique? Oui, dans l'exposé tout à l'heure, j'ai oublié, et bon, faute de temps, d'ajouter quelques éléments ambigus sur ce retour. On sait très bien Haïti a mis cette possibilité
lui a été refusé, sous prétexte que Haïti, géographiquement, ne se situe pas en Afrique. Donc là, voilà encore un élément qui prouve, celui qui a posé la question, qui s'est déplacé, voilà encore un élément qui prouve la difficulté de ce retour, pour que ce retour ne soit pas seulement immatériel, spirituel, pour qu'il soit physique. Donc il y a, de mon point de vue, un travail, un plaidoyer à faire du côté haïtien, sans doute, pour essayer de faire comprendre aux diplomates eh bien, qu'il y a lieu d'envisager et de réviser la loi, les textes de l'Union africaine et qui empêchent Haïti d'être membre à part entière. Alors, il faut le souligner, alors qu'Haïti, dans ses travaux, notamment les travaux des diplomates, et aux Nations Unies et dans certaines instances internationales, je sais que pour faciliter la mise en place de l'Union africaine, bon nombre de ces travaux écrits par des Haïtiens, les textes, les archives, ont été consultés par les fondateurs de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation aussi qui est faite du savoir, de l'expertise haïtienne. Mais de l'autre côté, je ne sais pas trop pourquoi, sans doute qu'il, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un plaidoyer à faire en ce sens, je ne sais pas trop pourquoi cette adhésion ne s'est pas faite sous prétexte que Haïti ne se situe pas en Afrique sur le plan géographique. Permettez? C'est la dernière question, je pense. Oui, c'est la dernière parce qu'on va passer à la partie culturelle. Mais vous vouliez ajouter quelque chose? Voilà, je voulais juste ajouter que l'OUA, l'Union africaine, est financée à 100%, à 90% par les pays européens. Par conséquent, ceux qui sont là, les présidents africains pour prendre des décisions, ils doivent venir prendre des conseils. Naturellement, avec le temps, vous allez voir que dans 5 ans, les choses sont en train de changer et aller très vite. Alors, juste un petit élément pour en ce qui a trait bien sûr à ces Congos qui, on va dire, portent une image négative dans les milieux caribéens. Je rappellerai avec Jean Fauchard que c'était eux on va dire, c'était eux d'abord qui refusaient effectivement l'esclavage et les premiers marrons étaient des Congos. Ce qui signifie, comme l'histoire n'a pas été écrite par nous autres d'abord, donc ce n'est pas, on va dire, anodin que on dresse une image assez négative de gens peureux, etc., et de gens assez fébriles, alors pourtant, en fait, les premiers braves, si on peut le signaler, venaient effectivement de ce grand royaume Congo, qui aujourd'hui, en fait, a des pays qui en sont sortis, puisque ceux de l'Afrique centrale. Mais voilà, donc ne vous y trompez pas. L'idée est qu'on a dressé une image négative, c'est parce que c'était des gens qui posaient beaucoup de problèmes dans les colonies en refusant l'esclavage. Il faut le signaler. Oui. Oui, voilà. En fait, moi j'ai saisi cette question parce que je me suis exprimée en premier. Ça va ça va là? Oui, ça va. Et donc j'ai escamoté mon exposé en me fiant aux 15 minutes. Je vois que les frères sont très prolixes. Généralement, on dit que les femmes... Et pourtant, vous voyez que je suis sage. L'égalité. Mais je bouillonne. Donc je sais... Non, c'est même pas ça. C'est pas que ça. C'est pas cette question. Mais en fait, c'est aussi de saisir cette question pour préciser une chose. Il est vrai que dans la traite, dans l'esclavage, souvent, on nous a opposé... Pour répondre, en fait, je précise, l'implicite, c'est la question, hein, d'accord? Pourquoi, la question du monsieur, pourquoi le retour est énigmatique, etc. Et du coup, il est vrai qu'on nous a longtemps présenté les vendeurs d'esclaves, les Africains qui vendent les Africains. Comment voulez-vous d'avoir un tel bashing durant des siècles et ensuite que ce discours-là puisse susciter, mais en masse, un retour vers celui qui vous a en quelque sorte trahi, vendu, humilié, etc., etc. C'est pour ça que personnellement, et nous, en tous les cas, les idées qui sont les nôtres en tout cas, ça consiste à ne pas nier
une certaine implication, mais enfin, pas pour balayer d'un mot la question, mais en tous les cas, les gens ont quand même massivement été entre le 16e et le 19e siècle, parce qu'on n'oublie pas que ça continuait bien après sur les côtes de Mayotte, et même beaucoup principalement au Brésil. Qui dit Brésil dit également une migration qui est allée vers, vers Haïti. Et donc ça, on est vraiment dans la traçabilité. Et c'est aussi ça qui fait que le peuple Congo homogène, en tous les cas, la population haïtienne est vraiment homogène parce qu'ils venaient vraiment bien de ces côtes-là, à partir du moment où l'esclavage était plus ou moins bouclé ailleurs et qu'il y avait des interdictions, même si. D'accord? Donc je pense que ça peut en tous les cas éclairer un petit peu sur la question de l'Africain, des derniers arrivants qui sont mal vus au niveau des autres, qui se disent, bah voilà, eux ils arrivent et nous on était déjà là. Il y a un groupe qui se forme et il y a des nouveaux qui arrivent. On a ça aujourd'hui encore. On a des Français de première, de dernière génération, etc., etc. On a des gens qui sont du bled, oui ou non, dans les banlieues. Nos jeunes, ils nous parlent de blédards, de blédiens. Parce qu'eux, ils étaient là. Et qu'est-ce qui les différencie? Ça répond à la problématique du retour vers la personne, ou le groupe de personnes, ou en tous les cas, la question géographique, elle est quand même liée à ça. Moi, je vois le bashing. Et ensuite, je voulais dire quand même un truc qui est très important, c'est que le retour pour moi aujourd'hui, pourquoi on y retournerait? Mais c'est parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi on y retournerait? La question, ça serait vraiment pourquoi on n'y retournerait pas? Qui est-ce qui est le plus mal vu dans la migration qu'un Africain ou qu'un Haïtien? Qui est-ce qui est mal vu? C'est quand même bien ça. Et c'est quand même bien la mélanine. Et c'est quand même bien les cheveux crépus et tout et tout. Or, aujourd'hui, bien vrai que Haïti est inscrit de longue date, les pères, etc., fondateurs ont toujours vu l'Union africaine et avant cela l'OUA comme effectivement un moyen d'exister, parce que la rébellion, parce que 1803, parce que la communauté internationale a toujours voulu mettre Haïti, mais sous, comme encore aujourd'hui, de tenir l'île sous l'eau, vraiment pour un territoire qui est déjà dans les eaux, encore plus si on pouvait la noyer. Donc l'Afrique apparaît à ce moment-là comme quelque chose comme le robuste, le géant qui va l'élever, qui va le libérer simplement. Maintenant, la question pratique, est-ce qu'on va jusqu'à ça? Or aujourd'hui, c'est pour ça que je disais effectivement dans ce que j'ai énoncé ici, la violence est telle que, je regrette encore, vous m'aviez dit que j'aurais pu projeter, mais bon, c'est pas grave. Le monsieur n'est pas là en fait. Oh ben, c'est pas grave, mais on verrait le niveau de la violence systémique entre Haïti, RDC et tous les pays africains qui font que de toutes les façons, il y a une constance. Maintenant... Tu as la clé pour projeter? C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, du coup, à partir de ces données-là, ce que je veux dire, c'est que le retour doit être maintenant un retour réfléchi, allié aux moyens d'aujourd'hui, aux outils d'aujourd'hui. Hier, effectivement, il y a des personnes, des îles qui allaient en Afrique parce que, voilà, il y en a marre d'être pas reconnus, d'être discriminés, etc., etc. Il y en a plein des gens de la diaspora qui sont retournés en Afrique. Mais aujourd'hui, moi, je pense que le retour, il doit être un retour, comme je dis, 2.0, 2.20, tout ce que vous voulez, s'il y a des informaticiens, des statisticiens dans la salle. C'est aussi une histoire de pouvoir... vivre, parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. Il faut vraiment le dire comme ça. On ne va pas à l'immigration. Regardez par exemple, je prends l'exemple de l'Australie. Les personnes à peau blanche, quand elles vont aux États-Unis, quand elles vont en Australie, elles, c'est pas... en toquant à la porte, simplement, on ne vous dit pas oui, vous êtes européen. Non, eux, ils y vont. C'est après que les problèmes commencent.
Ils ont l'avantage de se mouler dans la masse. Il faut que l'Africain comprenne où qu'il soit, que nous avons aussi des avantages. Donc que toute la diaspora retourne en Afrique. En Afrique, nous disposons de tout. C'est quand même bien chez nous qu'il y a les ressources qui font vivre le monde. C'est quand même bien chez nous qu'on a l'or, qu'on a le diamant, qu'on a l'uranium. Il n'y a pas de honte à être africain. Mais qu'est-ce que vous me racontez là de... oui, il est africain. Non, mais ça ne tient pas la route. C'est le discours qu'il faut déconstruire. C'est tellement le discours qu'il faut déconstruire qu'il appartient, et on est à l'université, il appartient à chacun d'entre nous, des cerveaux qui sont ici, de déconstruire et de reproduire ce discours-là. J'accepte qui je suis parce que je sais qui je suis. Et c'est pour ça que j'attire à moi. C'est pour ça que j'attire à moi l'autre qui vient chez moi nuitamment, mais pour voler mes affaires. Mais pour voler mon gaz, mon pétrole. Mais donc à un moment donné, si on est rejeté et que je veux protéger, j'ai besoin de qui pour protéger? Qui d'autre mieux que moi peut me protéger? Et moi, c'est toi. C'est toi que tu viens de je ne sais pas, du Brésil ou autre. Le dernier truc qui vraiment est en lien avec ça, c'est la place de la femme. Moi, je vous dis, tant que les étudiantes, elles étaient là, je ne les vois plus beaucoup. Merci d'être là. Mais en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est vous qui portez la responsabilité plus que jamais de ce retour aux sources. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas négliger le rôle de la femme du 21e siècle. Celle qui va s'impliquer dans tous les projets de recherche, en sciences, médecine, des projets, mais à la pointe. Ce sont les femmes qui vont faire ce travail-là. Donc, mes chères sœurs, prenez votre responsabilité. On ne naît pas par hasard à un siècle par hasard. Nous pensons en tant qu'Africains que nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts. Et vous êtes là, prenez vos responsabilités. Prenez-les par la main s'il le faut. Ramenez-les en Afrique. Faites vos recherches. Nous, avec nos partenaires, on défend d'ailleurs un projet plus ambitieux que ce qui nous a été présenté avec les universités, etc. Mais c'est de se dire, moi, personnellement, on connaît tous le projet Erasmus. J'ai des collègues, on pourrait tous en parler, etc. Pourquoi on ne crée pas un projet de ce type-là entre universités africaines? Un projet post-bac où des étudiants partiraient d'Haïti, faire des études dans n'importe quel pays d'Afrique, un passeport de 5 ans, et qui choisiraient soit de revenir en Haïti ou de rester là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils sont à la maison, encore une fois à la maison, et que l'Afrique a besoin de tous ces cerveaux. Et donc, dans l'autre sens, qu'il y ait des étudiants africains qui aillent également dans les universités, de Pointe-à-Pitre, de Port-au-Prince, etc., etc. Et là, on verrait pourquoi le retour n'est vraiment pas énigmatique, mais c'est un retour de raison. C'est un retour nécessaire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je ne veux léser personne. Il y avait une dernière question. Je ne sais pas si la personne est toujours là. Donc, c'était lui. Bon, il veut couler? Ok, bon, d'accord. Alors, on va passer à la... Alors, je vais vous demander déjà d'applaudir chaleureusement nos invités. S'il vous plaît, un peu fort, très très fort, parce qu'ils ont fait le nécessaire pour être là. Ils sont venus de très très loin. Et ils nous ont bien servi, ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc, merci au professeur Massongo, qui nous vient d'Italie. Merci à Madame Alissa, merci à notre Jacques-Nézy national. Et merci à l'Afrique, et merci à Haïti, merci à la Caraïbe, merci aussi à toute la diaspora africaine, haïtienne dans le monde entier. Et nos milieux, ce n'est pas seulement Haïti et l'Afrique, c'est le monde, parce que nous sommes en fait à la base des civilisations du monde. Je vais appeler
et un artiste. Mais avant de faire ça, je préfère faire dans l'ordre, citer, remercier pour leur appui, leur soutien, le réseau des étudiants haïtiens de Paris 8, un jeune réseau qui vient de se former, qui fait un travail phénoménal. Ils ont déjà même un t-shirt et avec leur logo. Moi j'ai pris mon maillot déjà, donc c'est que 10 €. Prenez votre maillot, il faut aller trouver Gerlise et vous prenez votre maillot de 10 €. C'est pas cher du tout. Et je vais citer les noms de ceux qui composent cette structure, qui est d'une importance capitale pour les étudiants à Paris 8. C'est Mario Louis Jeune qui est le président. Mario, tu es là ou pas? Ben viens. On a aussi James Bellus, vice-président. Donc James est là, juste là. Nous avons Jean-Simon, c'est Romuald, c'est ça, hein? Jean-Simon Romuald, responsable des projets. Jean-Simon. Nous avons Jean-Leslie Marseille, c'est ça, qui est le conseiller, l'un des conseillers. Nous avons Simon Gerlise, trésorière. Elle fait bien son travail, elle commence déjà à garder l'argent des t-shirts. Mais sérieusement, j'arrive à elle, je lui dis, vous savez, moi j'aimerais avoir aussi mon maillot à moi, elle me regarde comme ça. L'argent d'abord, on va se le dire. Donc du coup, c'est très important, elle fait bien le travail. Et puis nous avons Denival Hervé. Applaudissements s'il vous plaît pour eux, parce qu'ils font un travail formidable. Et puis nous avons Jafet, je ne connais pas le nom de famille. Donc voilà, qui est là aussi. Je passe la parole pour 1 minute seulement au président et puis après on arrête. Hein. Non, je préfère qu'ils ne reviennent pas, qu'ils les disent parce qu'après, je lui donne 1 minute, une personne et puis c'est bon. Oui, salut tout le monde. Donc merci pour votre présence. Pas si nombreuse, mais nécessaire. Donc, aujourd'hui, cette journée concerne plutôt une journée d'histoire qui fait l'histoire d'histoire. Souvent, nous avons étudié l'histoire, mais on ne fait pas d'histoire d'histoire. Donc, c'est dans cette même initiative que nous, les étudiants de Paris 8, se sont organisés pour faire en sorte que la vie des étudiants soit plus, je dirais, plus aisée, plus facile, voyez, plus fluide. Donc notre champ d'action ici à Paris 8, c'est travailler avec les étudiants haïtiens, donc surtout les nouvelles arrivées, donc, qui rencontrent des difficultés de toutes sortes. Donc ce réseau vient d'être créé, fondé. Donc nous avons besoin du support de tout le monde parce que vous savez très bien que c'est pas souvent facile ici en France et que les étudiants arrivent à s'organiser, à tenir une association. Donc en ce sens, nous demandons le support de tous les étudiants haïtiens, étrangers et surtout les institutions haïtiennes parce que sans elles, on ne peut pas franchement continuer à faire ce travail. Donc merci pour votre présence et merci aussi pour cet espace et pour cette journée d'histoire que nous allons continuer à travailler ensemble dans la mesure que ensemble on est fort et puis plus on est fort, plus on est ensemble. Merci. Merci à Mario Louis Jeune. Donc déjà, je vous signale qu'ils font un très bon travail. Hein. Ils font un très bon travail. Je reçois tout le temps les informations. Ils cherchent, parfois ils trouvent des emplois, des informations d'emploi, des offres d'emploi pour ceux qui sont ici. Ils partagent sur leur réseau. Ils donnent des informations. Ils font un travail formidable de soutien. Donc, dont on avait voulu effectivement et dont on a besoin. Et également dans le milieu des étudiants. Donc, merci pour eux.
Merci aussi pour l'initiative. Maintenant, je vous remercie, chers collègues, chers intervenants, chers conférenciers, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Encore plus fort, parce qu'ils ont fait un très bon travail. Et nous allons passer à la partie culturelle. Et les invités qui nous font l'honneur, effectivement, de nous écouter dans nos pour pérégriner un petit peu ce soir. Voilà. Je prends parce que j'ai un peu de mal avec ce mot-là. Ne m'en tenez pas à rigueur, je sais. Donc, je suis Adissa Alira, je suis prof de lettres et d'histoire, également porte-parole du comité Joseph Kizerbo pour l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Bien, puisque j'ai 15 minutes, je vais lancer parce qu'on ne voit pas passer le temps. Hein. Voilà, pour me présenter. Pour moi, évoquer la bataille de Vertières, parce que c'est le grand titre, le grand thème de la rencontre d'aujourd'hui, au cœur de l'université, c'est rendre hommage, tous les hommages, aux militants de la cause africaine, dans la suite des combattants victorieux de Vertières, qui a vu la défaite de l'armée napoléonienne. C'est aussi rendre un vibrant hommage à leurs ancêtres africains, dont ils sont les dignes descendants. Et aujourd'hui encore, aux nombreux autres combattants qui sont présents sur les champs de bataille de la survie en Haïti, en Afrique, dans le Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger et tant d'autres endroits. Rendons-leur hommage parce que ces combattants sont également lancés dans la bataille pour nous écrire de belles pages pour demain. Ils sont présents sur ces champs de bataille-là. Mais alors, dans ma réflexion en vue de cette rencontre, je pensais à un des nôtres. C'était un Guadeloupéen, c'est Luc Renet. Je pense que certains d'entre vous doivent savoir qui est Luc Renet. Et j'ai donc pensé à Luc Renet, dont on a diffusé récemment un portrait sur la 5. Le portrait en question était, si on veut, teinté à la sauce du maître, voire même coloré. Hein. Plus que teinté, c'était coloré. Et dans le contexte de la Martinique d'aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi je vous parle de Renet, de Guadeloupe, de Martinique. Il faut juste quelques minutes pour ça. Donc Renet, dont on a diffusé récemment un reportage coloré, très coloré, à la sauce du narrateur, si on veut. Mais j'ai envie de dire très tranquillement que Renet est un héros. C'est un héros d'aujourd'hui. Comme ceux d'hier, c'est un héros vivant qui gagne à être connu et enseigné aux plus jeunes, dont la liste est longue. C'est ainsi que j'ouvre mon propos pour premièrement magnifier ici nos liens d'attache avec les fils d'Afrique dans leur ensemble, où qu'ils soient éparpillés sur la surface de la mer des Caraïbes. Ils sont les nôtres. Ils sont les nôtres car je suis africaine. Ils sont les nôtres car je suis burkinabé. Ils sont les nôtres parce que je suis sahélienne. Ils sont les nôtres, où qu'ils soient. Deuxièmement, c'est également pour évoquer la souffrance de l'Africain cristallisée sur certains d'entre eux, morts, comme des Salines, Christophe, Lumumba, Sankara, ou des héros vivants, dont ce Luc Renet que j'évoque, qui sont donc encore en vie. Et donc, ils ont en commun, pour cela, d'être l'objet de cristallisation face à une violence systémique. Et dans le cas de Renet, c'était la police de Pasqua,
Charles Pasqua, dans les années 80, pendant plus de 10 années. Je vais vite, et cela avant même d'évoquer, je vous laisse deviner, Haïti, la belle, la rebelle Haïti. Haïti donc. Ça, Haïti, le 18 novembre 1803, Vertières, qu'on ne compte pas à qui que ce soit dans cette salle. Vous en savez certainement plus que moi pour certains. Eh bien, mais j'étais donc dans cette réflexion, dans cette phase de réflexion, et je me disais, oui, je vais partir d'un héros d'aujourd'hui pour évoquer la continuité de cette histoire-là. Et puis alors, qu'est-ce que je n'entends pas le lendemain, lundi 14 novembre, sur les réseaux sociaux, on nous annonce la mort du professeur Kalala Omutunde, Jean-Luc. Là, j'ai pris un coup de massue, comme vous tous, un baobab à terre. Je ne savais donc plus comment réagir, puisque dans les circonstances qui sont actuelles, on n'a pas encore déterminé exactement la cause. J'ai envie de dire pourquoi tant de violence, mais on ne sait pas. On ne sait pas. À chacun de se poser des questions. Moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais le choc est grand. Ce qui, comme je l'annonçais, ce qui ouvre sur le devoir de célébrer plus encore nos héros, tant qu'ils sont vivants, de même que tous ceux qui sont derrière nous, littéralement. Il faut les célébrer. C'est donc pour moi un devoir de les célébrer plus encore, parce que par rapport au traitement qui est systématiquement délivré, dès qu'il y a résistance, on se trouve face à un déploiement de force terrible, mais terrible. Néanmoins, il faut croiser le fer avec l'effort du moment, au moyen de tout moyen, bien sûr, pas seulement physique, mais aussi scientifique, prouvant une égalité en humanité avec tous les humains, avec tous les hommes. Il n'y a donc pas de supériorité. La supériorité, pour moi, elle est relative à des circonstances bien définies, et c'est pour ça que je parle de l'effort du moment. Il faut voir vraiment qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui va justifier tout cela, si ce n'est une question de timing. Après quoi donc j'aborderai ici, après tout ceci j'aborderai ici votre thème, Haïti, l'énigme du retour aux origines africaines. Mais pour moi ça sera d'un seul mot, j'ai envie de dire ça sera d'un seul mot, et au choix d'ailleurs. Et ce mot c'est Azaba, Akwaba, Niwongo, Audanse, Atou. Je ne sais pas comment cela se dit en congolais. Cela veut dire bienvenue, simplement. Et donc, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il faudrait compliquer des choses, mais bon, on va essayer de coller à la thématique qui est donc l'énigme qui est bien posée, l'énigme d'un retour aux sources africaines, aux origines africaines. Lorsqu'on dit en Afrique Azaba, Niwongo, Akwaba, on le prononce, c'est une formule qu'on va prononcer à l'intention de toute personne qui revient à la maison, à sa maison. Donc tout enfant de la diaspora africaine qui rentre en Afrique rentre chez lui. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et donc, et ça sans exclusive, sans aucune autre procédure. Je me propose de
Il me reste donc 5 minutes, ça va vite, 6. À la question, moi je voyais ça comme ça, à la question qui est posée, je vous propose de réfléchir autour de, premièrement, pourquoi un retour énigmatique dans la formulation qui est faite? Pourquoi parle-t-on d'un retour énigmatique? Et en deuxième lieu, on aura quelques données internationales ou intergouvernementales que je vous propose également. Et donc, de ce niveau-là, on pourrait évoquer une logique de violence politique que j'ai effleurée un petit peu plus haut, en vous parlant de nos héros et de ce qui se passe. Le troisième lieu, ça serait un retour à marche forcée et raisonnable à l'intégration africaine. Je vais vite. Donc si vous me suivez, je vous propose poursuivre un petit peu, même s'il n'y a pas de tableau, mais c'est quand même toujours bien de se faire une idée. Donc premièrement, on va évoquer pourquoi un retour énigmatique. Deuxièmement, quelques données internationales. 2 points, une logique de violence politique. Et troisièmement, vers un retour à marche forcée et raisonnable à l'intégration africaine. Pourquoi mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai plutôt envie que ce soit de continuer sur la causerie, donc ça sera juste sur cette façon de faire là, pour dire pourquoi ça serait énigmatique pour aller quelque part. J'ai besoin d'aller de Port-au-Prince à Abidjan, par exemple, je prends un billet, je vais à Air France, et d'ailleurs Air France c'est le mauvais exemple, mais bon, disons qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, et donc je prends mon billet, je vais en Afrique. Pourquoi ça devrait être une énigme? L'énigme, ça serait soit que je n'ai pas les moyens financièrement d'effectuer le voyage, soit que je n'ai pas un lieu d'accueil, par exemple, hein, même si on peut aussi avoir d'autres... l'accueil, les barrières linguistiques, culturelles, etc. Or, ici, si je m'en tiens aux propos qui nous sont rapportés, il n'y a pas vraiment ce type de barrière-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, il revient beaucoup plus cher d'aller de Port-au-Prince à Abidjan, dans mon exemple, que d'aller de Port-au-Prince à Paris. Pourquoi? À chacun de se poser la question, il n'y a aucune logique en fait. Si on reste dans la logique du retour à la maison, ça ne devrait pas être bloquant au point, passer le coût de tout cela, ça ne devrait pas être aussi bloquant. Or, on nous met toutes les barrières possibles, y compris financières, pour ne pas faciliter ce genre de transactions. Et tout y quanti, parce qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, et je ne vous parle pas des formalités qui sont très très complexes dans ces cas-là. C'est pour ça, j'ai envie de sauter le deuxième point, je reviendrai là-dessus, j'ai envie de passer le deuxième point parce qu'il est un peu technique et il aurait fallu qu'on puisse projeter, mais je ne savais pas qu'on n'avait pas prévu de projeter, j'avais des chiffres, des données, mais on voit quand même bien que ce qu'il y a de commun entre l'Afrique et sa diaspora, ce qui revient, c'est la violence. Je dis bien que je vais vite. Ce qui revient donc, c'est la violence. Le niveau de violence qui est élevé, que vous preniez Haïti, que vous preniez le Tchad, que vous preniez la RDC, que vous preniez le Congo, etc., etc. Il y a comme une constante. Et cette constante-là, elle peut effectivement être conjuguée avec les autres éléments qui font que peut-être qu'un jeune Brazzavillois ou, je ne sais pas, de Kinshasa n'a pas plus que ça envie d'aller demain, je ne sais pas, bon, je ne dirais plus en Haïti, mais il n'aura pas forcément envie d'aller au Mali. Qu'est-ce que je vais y aller faire? Qu'est-ce que je vais trouver? Le contraire également de l'autre côté, dans l'état actuel
de ces États-là, de ces terrains, qu'est-ce qu'un jeune de Port-au-Prince, un jeune au Martiniquais ou autre, il se dit, qu'est-ce que je vais aller faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je vais y trouver? Il y a de la violence, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a pas ce facteur attrait qui peut tellement le motiver. Par contre, si on lui dit, allez à Paris, à New York, là tout de suite, il va se passer quelque chose. Et donc, en fin de compte, nous, le billet, il reviendrait beaucoup plus cher. Le ratio, distance, prix, etc., avec le nombre de morts, parce que tous ne vont évidemment pas venir par le transport, par l'avion, etc. Combien d'enfants se noient donc dans la Méditerranée, pour ne pas dire autre chose. Ce qui fait que au final, le prix du voyage est beaucoup plus élevé pour à la fin, pour un résultat qui est quasi nul. Je ne parle pas des étudiants, je ne parle pas des gens qui se déplacent dans le cadre d'études et de ce genre de choses. Mais en termes d'échange, il faudra quand même que chacun y pense. Et d'un mot, parce que mon temps s'est écoulé, vous l'avez entendu, donc il n'y a pas de triche. Je veux juste dire que pour ce qui est du retour en Afrique, pour moi c'est plus qu'une énigme, c'est une réalité. C'est un retour mais à la raison. C'est-à-dire que j'ai envie de dire aux Africains, et aux Africains en général, de cesser de se placer à un niveau. Il faut avoir à un moment donné le courage de parler à un discours de réalité. Le discours de réalité aujourd'hui, il consiste à ne pas faire appel à l'autre. Mais on a besoin de sortir de cette spirale de violence. Et pour moi, cette spirale de violence, elle est justement à Haïti, pour en sortir. Et en fait, cette main tendue, là, pour en sortir, bizarrement, parce qu'il faut suivre mon raisonnement, elle serait de ce côté-là. Elle serait une Afrique qui fait appel à sa diaspora. Elle serait une Afrique qui n'a pas honte. Elle serait une Afrique décomplexée et qui va chercher effectivement l'aide ailleurs. Mais on pourra continuer, je vais laisser la parole. Merci. C'est bon? Je vais quoi ici? Alors, oui, nous remercions vivement Madame Adissa Alira, nous l'avons déjà présenté tout à l'heure, donc pour son intervention. Ce que nous allons faire, maintenant il est possible de projeter en fait des documents. Donc si elle veut répondre aux questions tout à l'heure, elle pourra effectivement projeter certains éléments quand on aura fait la série questions-réponses. Mais je préfère en fait qu'on enchaîne avec les exposés. Et ensuite, on répondra d'emblée aux questions. Donc, préparez vos questions, notez-les pour ne pas les oublier. Et ensuite, on fera une seule série. Et comme ça, on n'aura pas de difficulté à faire la fête et après. Donc, je crois que je vais passer la parole à notre professeur qui nous vient de l'université italienne, à savoir Monsieur Bongolo Jean-Félicien, alias Massengo Mbongolo, que nous avons présenté comme professeur à l'université Orizre de Reggio, Emilia en Italie. Donc, voilà, cher professeur, vous aurez aussi 15 minutes d'exposé, et puis après, nous passons à... On va couper la musique, il faut sortir parce qu'à 19h, il faut qu'on... 19h maximum.
Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et Bon, je vais commencer par le commencement. C'est la présentation. Je m'appelle Audenor Jean. Je suis le coordonnateur de l'association Éponge, espace de protection et d'orientation nouvelle des jeunes. Et je suis aussi l'un des membres de l'association Cédosar, présidée par Wislaine Delmont. Et donc les deux associations travaillent d'un commun accord depuis 2010. Donc, et là, par rapport à la deuxième partie de la question, et d'où me vient l'idée de la conférence. Ben, normalement, ça remonte à novembre 2021, octobre même. J'ai eu une amie, une directrice et d'une école, une africaine, qui a été décorée par la Légion d'honneur, qui s'appelle Madame Garrigue et Marie-Hélène. Donc on était en train de discuter au moment où la France allait rendre hommage à Joséphine Baker. Et du coup, on était en train de se poser la question, est-ce que nous, on ne pouvait pas faire quelque chose, soit avant la rentrée de Joséphine Baker au Panthéon ou après. Et du coup, bon, la planification a été plus longue que prévu, ça demandait plus de temps que prévu. Donc nous nous sommes dit, de ce fait, comme il y a la journée internationale de la culture africaine et des afrodescendantes, et du coup, on a voulu faire une activité au mois de janvier. Mais étant donné que les membres de l'association, les bénévoles de l'association sont des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas suffisamment de temps, donc 2-3 mois de préparation n'étaient pas suffisants. Et du coup, nous avons posé la question, le fait que tous les afrodescendants, ou la grande majorité des afrodescendants, ils n'ont qu'une envie, c'est retourner aux origines, retourner aux racines, ou si on veut dire même retourner à l'alma mater. Mais on s'est dit, effectivement, il y a plusieurs formes de retour. Et nous avons interviewé des gens qui vivent en France depuis 60 ans, qui à chaque fois ils vous disent, bon finalement, moi mon destin c'est de retourner en Afrique. Et là, on a posé la question de l'énigme du retour aux origines africaines. Donc on a pensé à Daniel Laferrière, qui lui s'est inspiré de Aimé Césaire, retour et cahier du retour. Et je ne me rappelle pas exactement tout le titre. Au pays natal, cahier de retour. Cahier du retour au pays natal, donc exactement. Donc du coup, on a posé la question, et quand on a écouté Daniel Laferrière lors d'un entretien qu'il a fait avec TV5 Monde, quand on lui a posé la question portant sur le retour, et bien donc pour lui, le retour reste en énigme dans le sens où c'est une devinette, c'est quelque chose à deviner pour comprendre le sens du retour. Donc ce n'est pas forcément un retour physique, comme certains le prétendent, et c'est plus un retour aux origines en matière d'affirmation de l'identité. Identité comme noir, identité comme haïtien, ou identité aussi comme afro-descendant. Donc, depuis, on a posé la problématique, on avait essayé de discuter avec quelques amis, et donc pour mettre en place l'activité qui a eu lieu hier, le 18 novembre. Alors, la date du 18 novembre, ce n'est pas une date à noter par hasard, dans la mesure où nous nous sommes dit, comme on n'a pas pu faire l'activité au mois de janvier de l'année dernière, mais ça tombe bien de faire l'activité le 18 novembre 2022, en pensant au 18 novembre 2003, ce qui fait que le 219e de la bataille des Vertières, c'est cette bataille qui a permis à Haïti de s'affirmer au monde libre comme la première république noire. Donc d'où l'importance de l'activité, du titre de l'activité même. Et Haïti
l'énigme du retour aux origines africaines. Donc c'est ainsi que j'ai discuté avec d'autres amis à la recherche des conférenciers. J'ai parlé avec Olivier, d'ailleurs que je remercie ici, qui m'a dit « Ah, un tel type pourrait intéresser professeur Malaki », je dis toujours. Et donc je dis bien pourquoi pas. Donc il a essayé, effectivement, Olivier il a travaillé, il a fait les prises de contact et du coup j'ai reçu le professeur qui a fait d'énormes sacrifices. Et je pense que l'histoire se souviendra du professeur qui a fait d'énormes sacrifices, le professeur Massengo, pour que nous puissions avoir cette conférence. Il a répondu tout de suite positivement. Il nous a raconté son expérience en Haïti et d'ailleurs ce qu'il a mis en valeur, en relief hier lors de la présentation. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier encore une fois le professeur parce que le public et mon téléphone a cessé de sonner où les gens me demandent quand est-ce qu'on aura une nouvelle conférence du professeur, est-ce qu'il y aura un résumé, est-ce qu'il y aura une publication de la conférence. Donc les gens, ils étaient vraiment ravis. Et là, dès cette année, il nous demande de mettre en place certaines choses. Donc, les amis du Canada, les amis des États-Unis, les amis du Brésil, les amis du Venezuela, les amis d'Haïti, de la République dominicaine, du Chili, et les amis du Suriname, de la Guyane française. Donc, l'international, les gens qui ont assisté à la conférence, sans compter les amis qui sont en France métropolitaine. Donc, ils demandent qu'on continue avec ces genres d'initiatives. Donc j'ai reçu des messages téléphoniques et donc j'ai reçu des appels téléphoniques et donc où on va essayer de pas relancer mais de produire et de nouvelles activités, inscrire cette activité dans la continuité. Vous avez dit professeur c'était lui qui a dirigé toute la manifestation. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Josué Pierre, docteur en sociologie, didacticien aussi. En même temps, j'ai actuellement un petit peu le titre d'entrepreneur puisque je suis dans le cadre de la création d'une entreprise en profession libérale en insertion sociale et professionnelle. Donc ce sont ces chapeaux-là que je pourrais porter en plus du chapeau de chercheur puisque on m'a donné le titre quand même après des travaux de recherche que j'ai réalisés à Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité. Je suis un Haïtien qui s'écrit avec H-A-Y-T-I-E-N plutôt que H-A-I-Tréma parce que le participe passé du verbe haïr que les frères de la section chrétienne nous ont flanqué dans notre passeport, c'est de refus désormais. Bon, personnellement. En tout cas, oui, je suis haïtien. Nous savons que nous avons du sang Congo, nous avons du sang Ashanti, nous avons du sang de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, etc. Donc, on est quand même un mélange multiculturel, je dirais même multi-ethnique, en Haïti. Et pour sûr, j'ai lu dans l'ouvrage de Jean Fouchard, Les Marrons de la Liberté, et j'ai compté d'ailleurs, j'ai pris du temps pour compter le nombre d'ethnies qu'il a cité. On n'était pas moins de 100 ethnies d'origine africaine. Et donc, surtout le cœur Congo et l'Afrique de l'Ouest, il y a quand même une très belle représentativité statistique de ces personnes-là dans notre peuple haïtien. Donc du coup, comme l'autre vous a dit, professeur Massengo, Mbongolo, je me souviens de tout le nom. Massengo Mbongolo. Oui. Donc du coup, alors comme l'autre vous a dit, effectivement, on est quand même concentré d'Afrique. Haïti est un concentré d'Afrique. Et ça on le revendique. Tout à l'heure, on doit employer le concept d'identité. Et je crois que Haïti est une identité plurielle de l'Afrique. C'est-à-dire, on a quand même pas mal de peuples qui sont issus de beaucoup d'ethnies, de l'Est, du centre, de l'Ouest et de la partie australe. Et donc, ce mélange-là, vous savez, ça a donné la force que vous savez. Ça a rendu, on va dire, ça a pondu, passez-moi l'expression, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, François Capois, Toussaint Louverture, les autres, comment ça s'appelle déjà, Boukman,
Il y a un autre dont on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, mais son nom m'échappe d'ailleurs, et c'est... non, c'est pas François Capra, non, j'ai déjà cité François Capra, donc je parle en fait de celui que les Français avaient appelé sorcier empoisonneur. Macandal, etc. Donc, vous savez, on ne pouvait pas avoir mieux, c'est-à-dire l'Afrique ne pouvait pas avoir mieux qu'Haïti, dans le sens où, quand on prend ce concentré-là, et l'ensemble de ces ethnies-là, et ce mélange de sang, d'accord, d'ethnies diverses et variées, d'origine africaine, donc on ne peut pas ne pas avoir une telle puissance. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a très peur du génie noir et on a très peur aussi de l'haïtien parce qu'on sait pas comment le retenir, comment le dompter. Pour la simple et bonne raison, si on va dans la culture de l'Afrique centrale, on gère un peu, un tant soit peu, mais il y a le côté à l'ouest de l'Afrique aussi qu'il faudrait dompter, mais on n'y arrive pas. Et quand on arrivait à avoir des idées sur cette partie-là aussi, il y a le parti austral qu'il faut aussi dompter. Donc du coup, vous tapez Constitution de 1805, avril 1805 de Jean-Jacques Dessalines, ou d'Haïti, vous trouverez et vous verrez en fait tout ce qu'il a voulu. Il avait fait aussi l'égalité homme-femme. Donc on n'a pas besoin que les Occidentaux viennent nous apprendre ça. Il disait, il acceptait même d'ailleurs que les hommes et les femmes aient les mêmes droits sur le territoire. Et c'est dans cette constitution. Ouais, c'est je veux dire. Il voulait aussi que ceux dont les pères sont en Afrique aussi aient les héritages qui leur sont dus dans la mesure où ils ont combattu, ils ont travaillé, donc ils méritent aussi d'avoir en fait un soulagement. Rappelez-vous ceci, que les esclaves avaient un vieux rêve, celui d'accéder à la propriété privée. Donc du coup, la liberté d'entreprise, personne ne devrait nous l'apprendre, ce serait à nous d'apprendre ça aux autres, parce que c'est teinté déjà d'humanité, c'est teinté d'égalité, c'est teinté aussi de racialité, parce que tout simplement, Dessalines avait accepté que tout le monde soit égaux sur la terre de Saint-Domingue. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus de l'empereur? J'ai introduit son nom aussi dans certains articles, dans un article que j'ai écrit pour une association qui s'appelle Quartier Libre, Mémoire et Patrimoine de l'Humanité, et qui se trouve au cœur de l'océan Indien, à l'île de la Réunion. J'ai introduit le nom de Dessalines auprès de notre regretté mémoire, prince Serge Guézot, qui connaissait tout ça, mais qui ne connaissait pas Dessalines. Je lui en ai parlé et il était très heureux d'apprendre ça. Donc, dans certains articles que je fais, je cite les noms de nos héroïnes et de nos héros pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas connus, parce qu'on n'arrive pas à commercialiser leur nom à cause de ce qu'ils ont laissé dans la mémoire. Donc, du coup, nous, on le fait et c'est notre travail. Donc voilà pourquoi je préfère faire ce travail-là que de me guerroyer ou quereller avec quiconque pour sans faire rien. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est le travail de mémoire de mes ancêtres qui m'intéresse. Donc du coup, c'est ce que je fais. Voilà. Ah ben, merci beaucoup. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Josué Pierre. Je suis docteur en sociologie. Merci beaucoup. Ce que fait l'union et ce qu'est véritablement la nature de l'Africain où qu'il se trouve. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés avec nos amis, nos frères et collègues haïtiens à l'université de Saint-Denis pour évoquer cette bataille-là et tant d'autres choses. Quant à l'ambiance, vous y étiez, elle est proprement... disons que il faut quand même dire en deux mots, et en deux mots c'est vraiment difficile, ça sera difficile pour moi de qualifier parce que l'ambiance était au-delà de la symbolique qui nous a tous réunis. L'ambiance était particulièrement chargée d'histoire, chargée de connaissances et surtout c'est un endroit où nous avons beaucoup appris. Sans fausse modestie, votre présence a particulièrement rehaussé cette journée dans la mesure où, sans fausse modestie, on a pu nous appuyer sur le Congo et la congolité que vous avez présentée a donné à cette rencontre un cachet, bien sûr, avec tout ce que nous avons à partager ensemble avec la diaspora. Je dirais modestement que cela était vraiment au-delà de nos espérances.
c'était au-delà de vos espérances. Oui. C'est la première fois que vous travaillez avec la communauté haïtienne? Non, non, pas du tout. Je travaille avec la communauté haïtienne depuis plusieurs années déjà, peut-être une décennie, voire plus. Mais cette rencontre marquera et sera forcément restera dans les annales par rapport à tout ce que nous avons pu avoir, parce que nous, si vous voulez, nous en tant qu'Africains, vous comme moi, lorsque nous avons décidé, pour des raisons qui nous sont propres à chacun et au-delà de nos deux, encourager fortement à se rapprocher de cette culture-là, pour regretter aussi le fait qu'effectivement, peut-être, le manque de volonté politique fait que cette histoire est aussi bien méconnue en Afrique, mais plus grave encore, méconnue de l'autre côté, qui fait que nos frères, que ce soit de la Caraïbe en général, ont une méconnaissance. Méconnaissance qui néanmoins peut être vraiment rattrapée, réparée aujourd'hui grâce à vos publications et à d'autres aussi. Mais pour ce qui est de l'Afrique, en tout cas, je sais qu'il y a des auteurs qui peuvent être lus. Vous avez publié un livre dont le titre m'échappe, c'est Congo. C'est un instant. Et oui, c'est celui-ci, Sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. Je le présente. Et cet ouvrage, je le recommande personnellement. J'ai commencé à le lire et j'ai beaucoup appris. Déjà, je pense que c'est vraiment indispensable à la jeunesse africaine, de façon générale, francophone, parce que là, c'est une édition en français. Je ne sais pas si le livre a été traduit dans d'autres langues, mais il serait vraiment intéressant que les gens s'intéressent davantage aux publications de nos scientifiques qui, pour beaucoup, ont fait un travail formidable. Il y a celui-ci également que je recommande. Ça parle du vaudou, même pour des personnes qui ne sont pas vaudouisantes. C'est le vaudou haïtien vu avec les yeux d'un Congo d'Afrique. Le voici. Ah ben pour compléter un peu ce que vous venez de dire, ce livre-là, Le vaudou haïtien vu avec les yeux d'un Congo d'Afrique, a été publié en 2005, après mon premier voyage en 2002 en Haïti. Et celui qui est devant vous, ce livre-là, oui. C'est le résumé de mes 26 ans de travail. 26 ans de travail avec les hommes de la Caraïbe, les hommes de l'Amérique, le Vatican et les villages de l'Afrique. Ça fait 15 traversées atlantiques pour aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Et dans l'autre sens, 15 traversées de la Méditerranée pour aller soit à Diebougou, au Burkina Faso, à Dolo, pour aller à Ouida, pour aller au Ghana, tous les pays africains d'où sont venus les Africains qui sont de l'autre côté de l'Amérique, de telle façon que l'on puisse mettre les points sur les i, comme vous avez dit. Je pense que ça vaut la peine d'être lu. Nous devions apprendre à lire nos propres livres, parce que dans le bas-fond, ce n'est pas soutenu par des logiques.
receveur, il faut